Bonsoir tout le monde. Hello! Aujourd'hui, on va parler de Halloween. Quelle surprise! Oui, mais parce que c'est encore le mois d'octobre. Halloween pas fini. Et vous en redemandez toujours, encore et encore, Michael Myers, ça nous fascine. Alors, on vous raconte toute son histoire à partir du début, le premier film. Mais attention, c'est une histoire multitemporelle avec plusieurs réalités parallèles, plus ou moins parallèles, je dirais perpendiculaires. Oui, c'est vrai. Plein de contradictions, aucune Oui. cohérence, aucune logique. C'est pas grave, on aime ça, surtout moi. J'ai grandi avec ces films. J'ai un attachement personnel sur ces navets. Mais que voulez-vous? On va essayer de comprendre quelque chose de toute cette histoire Oui. loufoque. Alors Restez restez avec avec nous. nous. Trick or treat, motherfucker. 1963, la nuit de Halloween. Michael Myers, un jeune garçon de 6 ans, regarde sa sœur Judith batifoler avec son petit ami qui s'amuse à lui faire peur avec un masque de clown. Le couple monte à l'étage pour faire Jiggy jiggy. quelque chose. Mais quelque chose de très rapide, hein? Parce qu'au bout de 1 minute seulement, le garçon redescend. Qu'est-ce que tu veux? C'est des choses qui arrivent, hein? Eh oui. Mais entre-temps, Michael prend un couteau à la cuisine. Et une fois le petit ami parti, l'enfant monte à l'étage, récupère le masque de clown, puis s'approche doucement de sa sœur qui se brosse les cheveux devant le miroir. Elle semble toute heureuse, malgré le fait que son chum est un quick popper. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand on connaît rien d'autre, hein? Je dis, elle connaît pas ça. Je Ah dis, oui, elle- c'est ça. Melvin non plus elle, seulement. c'est ça, tu sais. Hein? C'est ça. Alors, soudain, Michael la poignarde brutalement à 9 reprises. Hein? Il en voulait à sa sœur. On ne sait pas pourquoi. Je pense qu'il était jaloux. Hein? Parce qu'elle venait de faire des affaires pas correctes. Hein? Il voulait la punir. Je pense qu'il voulait juste son chambre parce que sa chambre était vraiment mieux. C'est possible! C'est possible! Mentionnons en passant que Judith et sa poitrine très photogénique sont interprétées par la Playmate du mois de juin de 1974 du magazine Playboy. Oui, monsieur. C'est pour ça que cette scène marque pour la vie. J'avais pas vu beaucoup de poitrine Chouing! alors que j'ai découvert ce merveilleux film. Chouing! Alors, après l'avoir brutalement tué, il descend les marches et sort de la maison, mais se fait vite intercepter par 2 individus qu'on présume être ses parents, qui sont tellement choqués qu'ils restent figés pendant 30 longues secondes. Ben, je pense que la mère est pas vraiment figée. Elle était que Michael! C'est ça. Les mains dans les poches, hein? Mets Ouais. dans les poches, Michael! Come Ben- on! Alors, après ce brutal meurtre inexpliqué, Michael est incarcéré dans un hôpital psychiatrique où il y restera pendant 15 ans. C'est long, ça, quand même. Jusqu'à ce qu'il atteigne la majorité et puisse alors être jugé devant un tribunal pour le meurtre de sa sœur. Hein? Mais le jour ou la nuit, parce que c'est une scène de nuit, à moins que ce soit très tôt le matin, je le sais-tu, moi. Le jour de son transfert, il s'échappe en volant la voiture de service de son psychiatre, le docteur Sam Loomis, et il retourne dans sa ville natale. On ne sait pas
Pourquoi? Je te dis, il veut juste aller dans sa chambre. Ben, C'est ça. Par Chambre nostalgie. ascenseur. La scène d'évasion de Michael soulève une question que tout le monde s'est posée. Puisque Michael a été incarcéré dans un hôpital psychiatrique à l'âge de 6 ans, comment ça se fait qu'il peut conduire une voiture? il y avait PlayStation dans sa tête. Ben, Peut-être. c'est justement cette question que pose l'obscur Dr. Wynne, un collègue du Dr. Loomis. Oui, parce qu'il win pas vraiment. Mais retenez ce nom, retenez ce personnage qui va être un petit peu plus important beaucoup plus tard. Oui. Alors, en guise de réponse, Loomis suggère qu'il a peut-être eu des leçons de conduite à l'intérieur de l'asile. Quand même une drôle d'activité à faire avec des fous criminels dangereux. Oui, mais je pense que c'est la petite voiture hein, pour les enfants, c'est ça? He's the evil. He can drive a car. Yes. Hein? He Bon. said himself, I can do it. Sur sa route, Loomis découvre que Michael a assassiné un pauvre garagiste qui n'y avait rien fait, hein, juste pour lui piquer ses vêtements de travail. Il a aussi dévalisé un magasin dans lequel il a volé des couteaux, de la corde et un masque d'Halloween. Oui. Une fois à Haddonfield, Michael, caché dans la maison où il a grandi, a soudain le coup de foudre pour une jolie adolescente nommée Laurie Strode quand elle vient sur le porche de sa maison cacher les clés de la porte d'entrée sous le paillasson. Oui, parce que son père essaie de vendre la maison des Myers. Ah. Bonne chance! Ben, Alors- nous, on va acheter tout de suite, c'est à 1 pièce. Alors c'est pour ça que Laurie s'approche de la porte et là, Myers regarde Laurie et il va rester obsédé par cette jeune fille. Oui. Parce que tout le long du reste du film, il la suit partout. Mais je suis pas... c'est comme c'est normal. Laurie Strode, que désolée, elle est vraiment canon. J'avoue que moi aussi, je C'est- l'avais peut-être suivi. Alors, contrairement à ses deux amis frivoles et un peu écervelés, Laurie Strode, elle remarque la présence de la silhouette masquée à plusieurs reprises et s'en inquiète quand même. Hein? Mais elle n'est pas la seule à l'apercevoir dans l'ombre. Il y a le jeune Tommy Doyle qui se fait garder justement par Laurie. Lui, il le voit aussi et il croit que c'est le boogeyman, le croque-mitaine, mentionné par ses intimidateurs à son école pour Oui. lui faire peur. Oui. Annie, l'une des deux amies dévergondées de Laurie, doit aussi faire la babysitter ce soir de Halloween, mais elle se débarrasse de Lindsay Wallace, l'enfant qu'elle doit garder, en la dompant chez Tommy Doyle. Mais parce Pour- qu'elle est intelligente. Ben non, parce qu'elle veut aller s'envoyer en l'air avec Mais son c'est ça. Paul. C'est parce qu'elle est Paul, intelligente. qu'elle ne verra malheureusement pas de toute façon, puisque elle va crever avant. Dans son auto. Quelle chance. Ouais. Mais Linda, Tôt ou aller. alors l'autre ami de Laurie et aussi son Bob se font aussi trucider par Michael. Est-ce que ses amis se font tuer parce qu'elles sont de mauvaises filles? On peut le penser, hein? Oui. Pourquoi ces deux amis ne pensent qu'à s'envoyer en l'air, mais pas Laurie? En fait, Parce que Laurie, elle veut l'homme parfait, puis les Ben- deux sont just the bitches. ben, on sait qu'elle en pince pour un certain Ben Tramer, mais elle est beaucoup trop timide pour l'approcher. Alertée par l'appel de Linda, pendant lequel Laurie l'entend mourir, alors qu'elle se fait étrangler par Michael, Laurie, même si elle croit à une simple blague, décide quand même de se rendre dans la maison des Wallace pour voir ce qui se passe. Oui. Elle trouve une maison qui semble vide à première vue, mais quand elle monte à l'étage, elle a la surprise de découvrir le talent artistique de Michael, qui aime beaucoup placer les corps de ses victimes dans des mises en scène très inventives. Oui. Oh oui, Oui. mais elle apprécie pas son art à sa juste valeur. Je sais pas pourquoi, mais elle capote, elle panique. Pourtant, Je comprends pas pourquoi, c'est pourtant- très belle. imagine-toi le mal qu'il s'est donné à déplacer la pierre tombale de sa sœur, ouais. installer ça sur le lit avec... Ouais, c'est ça. Peut-être il voulait faire ça comme cadeau pour Laurie, puis elle a dit non! Mais c'est ça. Mais à partir de ce moment-là, je suis avec Michael. Je comprends. Il est un artiste frustré. Personne n'apprécie le mal qu'il se donne pour l'amour de l'art du Oui. meurtre. Et ça, Exactly. malheureusement, Laurie a trop peur pour apprécier le spectacle. Momone. Et l'artiste frustré essaye de la poignarder dans le dos, mais rate complètement son coup.
Mais parce que je pense que le gars, c'est Toto, hein. Ben, Parce que de à haut, j'avais pas pensé à ça. Mais oui, c'est ça. Il fait comme oh my goodness. C'est Alors, ça. il ne réussit qu'à la blesser superficiellement à l'épaule, mais elle tombe dans les escaliers. Alors, Laurie parvient à se sauver de la maison des Wallace et cherche désespérément à alerter les voisins qui l'ignorent tous complètement. Là, on voit là, que ça se passe dans une ville américaine. Bravo, bravo. Désespérée, elle regagne la maison des Doyle. Elle est accueillie par un jeune Tommy qui s'était endormi et qui est vraiment pas pressé de lui ouvrir. Alors, Michael a beau réessayer de tuer Laurie plusieurs fois, il n'y arrive pas. Que voulez-vous? Il rate lamentablement sa cible chaque fois, tandis que elle, Laurie, elle arrive avec adresse à lui planter une broche à tricoter dans le cou, Oui. un cintre à vêtements en plein dans l'œil, et elle le poignarde en plein cœur avec son propre couteau. Oui, oui, c'est vrai. Michael est maladroit, mais par contre, il est très résistant. Hein, ça, c'est une qualité qu'on ne peut pas y enlever. Oui. Hein? Parce que même lorsque Loomis arrive finalement pour vider le chargeur de son revolver sur lui et qu'il tombe du balcon, rien à faire. Il refuse de mourir. Il se relève et s'enfuit dans la nuit. Oui. Il court toujours. Il peut se cacher n'importe où, même tout près de chez vous. Mhm, c'est ça. Mais alors tout le monde avait raison. It was the boogeyman. Ben, c'est ça. It C'est- was c'est- the boogeyman. Ça finit de même. Alors, j'ai déjà dit quelle était l'origine du fameux masque de Michael Myers. Oui. Un masque à $1 de William Shatner. Alors, ce masque ne sera jamais aussi parfaitement creepy que dans ce chapitre original. Ah ben ça, je suis pas d'accord. Hein. Moi, j'aime beaucoup de moi, Bloody c'est mon opinion, hein, et je l'impose. Alors, je donne à ce masque, le seul et unique vrai masque de Michael Myers, la note parfaite de 10 sur 10. Moi, 9 sur 10 parce que j'aime pas bébé, c'est sur le cil. T'as le droit à ton opinion, mais t'as tort complètement. Oui. Alors, l'homme qui a Non. donné vie à The Shape, hein, c'est comme ça qu'il est crédité, c'est le génial Nick Castle, un ami d'enfance de John Carpenter. Et c'est de loin le meilleur Michael de toute la franchise. Oui, dis pas le contraire. Non, je suis d'accord. Hein? Oui, Et oui, je oui. lui donne une note de 10 sur 10. Mais moi, à peu près 12,5 sur 10. Oui. Oui, Et oui. bien entendu, le film en lui-même, l'original, restera pour toujours le meilleur de tous. Et je lui donne la note de 10 sur 10. Moi aussi. Hein? 12. Alors, c'est comme ça que John Carpenter voulait finir l'histoire de son meurtrier fantomatique. Après avoir travaillé sur Halloween, Carpenter souhaitait se consacrer entièrement à son prochain projet. Lui, il voulait aller de l'avant, hein, avec autre chose, Ben The oui. Fog. Mais à cause du succès phénoménal Que de personne son expectait. Hein? Halloween, c'est ça, Oui. Carpenter s'est vu forcé, littéralement, de travailler sur une suite, sans quoi Fog ne serait jamais produit. Alors, c'est donc bien à contre-cœur que Carpenter s'est penché finalement sur le scénario de Halloween 2, refaisant à nouveau équipe avec sa compagne Deborah Hill. Halloween 2 est une suite directe à Halloween. Elle reprend l'action au moment exact où le premier se termine. Quand Loomis s'aperçoit que Michael, malgré qu'il ait reçu 6 balles et a chuté du balcon, s'est relevé et s'est enfui, tout le film se passe la même nuit que le premier. Oui. Par contre, Laurie passe tout le film dans les vapes à l'hôpital, bourré de calmants, drogué, suite à probablement l'intervention chirurgicale nécessaire Ouais. pour Mais réparer elle ce était qu'elle a. en choc aussi, alors il faut qu'elle dore. Mais Ah. c'est de la caca, hein? Carpenter a dit dans plusieurs entrevues qu'il a coécrit cette suite de Halloween alors qu'il était sous la plupart du temps. Comme nous. Il se bourrait de bière. Moi aussi, je suis sous. Peut-être que c'est vrai ou peut-être que c'est tout ce qu'il a trouvé pour excuser certaines idées qu'il a amenées dans ce nouveau chapitre qui n'étaient pas très bonnes au bout du compte. Et l'idée qu'il a avoué avoir regretté Oui. ensuite, comme les indices que le Dr Loomis trouve dans l'école élémentaire du quartier dont Michael a forcé l'entrée. Il y trouve un dessin d'enfant représentant une fillette et un mot « sister ». Et sur ce dessin est planté un grand couteau. Il y a aussi un autre mot, Samhain, comme le prononce Loomis. Et surtout, la révélation du fait que Laurie est en fait la plus jeune sœur de Michael, qui fut placée en adoption après la mort de ses parents.
C'est cela. qui ont été tués dans un accident de voiture 2 ans après l'internation de Michael à l'hôpital psychiatrique. Eh oui, c'est l'infirmière Marianne Chambers, l'assistante du docteur Loomis, qui a découvert ces informations dans des dossiers sur la famille Strode, cachés pour protéger la famille. Quand Marianne transmet enfin ces informations au docteur Loomis dans Halloween 2, Loomis comprend alors que Michael s'est attaqué à Laurie pour finir son travail. C'est un certain Rick Rosenthal qui s'est chargé de réaliser Halloween 2. Alors, Rosenthal a fait de son mieux, je dirais, pour reproduire le style de Carpenter. Et dans l'ensemble, il s'en est pas trop mal sorti. Une rumeur prétend que Carpenter, complètement insatisfait du travail de Rosenthal, aurait finalement retourné plusieurs scènes lui-même, y ajoutant beaucoup d'effets chocs et du gore. Même après avoir tourné ces scènes, Carpenter n'était vraiment pas satisfait du résultat de Halloween 2. On Et comprend. il ne s'est pas gêné pour chier sur le film Oh non. dans plusieurs entrevues. On the other hand, I think Halloween 2 is an abomination and a horrible movie. I was really disappointed in it. And Alors, cette suite confirme le côté surnaturel de Michael qui se prend au moins 7 balles de plus, dont 2 tirées par Laurie Strode. Une dans chaque œil. Elle qui n'avait jamais tiré de sa vie. C'est quand même un travail. C'est un talent inné qu'elle avait dans ses gènes. Oui, elle est vraiment un badass. Alors, une autre scène intéressante du film, un docteur Loomis plutôt nerveux provoque, sans le vouloir, un accident mortel impliquant un jeune homme déguisé exactement comme Michael. Oui. Expliquez-moi ça, hein? Le même coverall, le même masque. Aucune explication n'est possible. C'est la même nuit. Je veux dire, hein? Pure coïncidence. En tout cas, il le met en joue et le jeune homme se retourne et se fait frapper par une voiture et finit écrapouti sur une autre voiture, puis le tout prend feu et il meurt carbonisé. Eh bien, ce jeune homme, on l'apprend plus tard, n'était nul autre que Ben Tramer, celui dont Laurie était secrètement amoureuse dans le premier. Bon, ben bravo. Toutes ses amies crèvent la même nuit. En plus, son amoureux, ben, c'est celui de l'objet de ses désirs, meurt tous dans la même nuit. Oui. C'est fort, ça. Hein? Oui. Bon. Alors, dans ce film, en plus, il y a un jeune aide-soignant qui courtise Laurie. Lui aussi, il meurt. De la façon la plus bête possible. Il meurt des suites à ce qu'on suppose être une commotion cérébrale après avoir glissé sur une flaque de sang sur la scène de meurtre de une autre victime de Myers. Oh my godness. Alors, ça semble démontrer que la pauvre Laurie est victime d'une sorte de malédiction qui fait que tous ceux qu'elle aime meurent. Quand Michael est aveuglé par Laurie après qu'elle ait fait preuve d'un talent inné pour le tir, il tente de s'approcher d'elle pour la tuer avec un scalpel. C'est cela. Loomis le distrait en allumant les gaz dans toute la pièce. Oui. Et puis il l'attire à lui, sort son briquet et... Et... Kaboom! Michael Myers est cette fois interprété par le cascadeur et acteur Dick Warlock, qui est plus petit et plus trapu que Castle, et ça se voit un peu. On voit aussi qu'il s'est inspiré de sa façon de bouger tout en s'appropriant le rôle. Il bouge de façon plus robotique, accentuant le côté inhumain, un peu androïde de Myers, et je trouve que ça fonctionne très bien, tellement que en ce qui me concerne, il arrive en 3e position des meilleurs Myers et je lui donne la note de 8 sur 10. Moi, je veux dire 8.5. Quant au masque, il semble très différent du premier masque. Hein? Il Ah, semble ouais. jauni, il a une forme plus arrondie, ses cheveux sont plus aplatis, mais pourtant,
Il s'agit, étonnamment, du même masque, exactement le même masque qui a servi au premier film. Pourquoi il a l'air si différent? Ben parce que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait des suites à l'original. Alors, personne n'a fait attention à ce pauvre masque, qui aurait dû être traité avec beaucoup plus de respect. Castle avait pour habitude de le fourrer carrément dans sa poche quand il ne le mettait pas pendant le tournage. Puis après le tournage, Deborah Hill, la compagne de John Carpenter, l'a gardé négligemment pendant 2 ans sur le plancher de sa chambre sous son lit. Je sais pas pourquoi. D'après moi, il y a un fétiche là-dedans. Hein? Mais comment? Pourquoi le mettre pas sur le mur comme nous, au moins, Colin? C'est ça, hein? Alors, voilà. Mais en plus de ce mauvais traitement, le masque est déformé, surtout parce que Warlock avait un visage bien plus court et beaucoup plus large c'est ce que j'y pensais. Le faciès en long de Nick Castle. Ce qui déforme le masque. Et de plus, contrairement à Carpenter, Rosenthal, le directeur de Halloween 2, se foutait complètement du fait qu'on voit ou non ses yeux. Hein? Ce qui gâche complètement l'effet de mystère. C'est ça. Alors, tout ça pris en compte, je donne quand même à ce masque 8 sur 10. Parce que quand même, c'est l'original. Et à sa façon, il reste très creepy. Il est comme âgé de façon naturelle. Ouais, mais oui, c'est un peu bizarre parce que moi aussi. c'est supposé être la même nuit, là, mais Ouais, c'est ça. il est tombé peut-être en pleine face du balcon. Puis, Oui, d'un caca, il s'est nettoyé, puis c'est ça. on sait pas, tu sais, je veux dire. Oui. Hein? Quant au film en lui-même, ben, je donne quand même la note généreuse de 7.5 sur 10, malgré plusieurs scènes exagérées. Laurie, qui n'a jamais tiré de sa vie, vise du premier coup les 2 yeux de Myers. Ça, c'est vrai. La porte en carton, quand Myers réussit à défoncer la porte, elle est carrément en carton. Des scènes interminables quand Michael suit sa victime dans l'hôpital. C'est long. Oui. Il y a des meurtres cool. Alors, malgré tout, je donne 7.5 sur 10. Ben moi, je donne 6.2. Ah ouais, t'as pas... Mais il y a des scènes iconiques, hein? Oui, Comme, c'est pour ça que c'est 6.2, mais j'aime vraiment pas quand elle est juste à l'hôpital et elle fait rien. L'aiguille dans l'œil en gros plan, là, tu sais. Hein? Oui. Puis les larmes de sang de Michael quand Laurie tire dessus, c'est quand même iconique. Moi, j'aime beaucoup le meurtre dans le bain chaud, là. Il plonge... oui. C'est quand même bien. En tout cas, c'est la nostalgie qui me fait parler. Alors, comme j'ai dit plus tôt, Carpenter n'a jamais souhaité faire plus qu'un film avec Michael Myers. Après avoir été forcé de coécrire et coproduire la première suite, qui a connu malgré tout un très beau succès au box-office, quelques 25 millions quand même, c'est plus d'argent que Friday the 13th 2 qui est sorti la même année. Alors, inévitablement, on lui a proposé de faire une 2e suite. Carpenter a dit qu'il n'était pas question qu'il participe à une autre suite qui impliquerait le personnage de Myers. Pour lui, il en avait fini. Ni le Dr. Loomis, qui, de toute façon, ont tous deux clairement péri dans la grosse explosion de l'hôpital à la fin de Halloween 2. Oui. Il accepterait l'offre à la seule condition que Halloween 3 ne soit pas une suite directe aux 2 autres films et qu'il puisse faire de la franchise une anthologie sur le thème de Halloween, où chaque épisode serait une histoire avec, pour thème, Halloween. Moi, je trouve que c'était une excellente idée. Oui. Hein, oui. Oui. Alors, le 3e film parle de sorcellerie, d'anciens rituels celtiques et de nouvelles technologies, qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire de Michael Myers. Il est même pas là dans la 3. Le premier Halloween existe dans cette réalité, dans le film, mais en tant que film qui passe à la télé. C'est intéressant, hein? Oui. Ce qui fait que Halloween 3 est le premier film de la franchise à se situer dans un univers parallèle aux autres, et le seul de cette timeline. Ma note d'appréciation pour ce 3e volet, malgré l'absence de Mikey, est de 7.5 sur 10. J'ai aimé et j'ai pas honte de l'avouer. C'est un excellent film centré sur Halloween et un bon film d'horreur et de science-fiction très imaginatif, très 80s. Mais sans surprise, Halloween 3, Le sang du sorcier, fut un échec cuisant. Les fans de Michael Myers se sont sentis confus et trahis et n'ont tout simplement pas accepté l'absence de leur idole dans cette suite. Of course. Le producteur Mustafa Akkad
a donc décidé que la troisième suite ramènerait Myers, une fois de plus, contre toute logique. Alors John Carpenter et Debra Hill renonceront finalement de chercher à s'entendre avec Moustapha Akkad et accepteront finalement de lui vendre tous les droits de Halloween et de Michael Myers. Ah bon? C'est à partir de ce moment que la franchise Halloween part en couille. Eh ouais, désolé, mais c'est la vérité. Le seul but de Akkad était de capitaliser sur le succès financier des 2 premiers films et de faire un maximum de profit le plus vite possible. Et ça se voit. Ces conditions font en sorte que la qualité des suites sera de plus en plus médiocre. Jamie Lee Curtis, dont la carrière avait bien évolué depuis ses débuts, ne voulait plus rien avoir à faire avec les films d'horreur. Oui. Après Halloween 1 et 2 et Terror Train, qu'on aime beaucoup, Oui, Terror Train, c'est excellent. et Prom Night, elle ne voulait pas être cantonnée pour tout le reste de sa vie dans le genre et aspirait à faire autre chose. Ah oui. Elle a donc refusé d'apparaître dans cette suite. Alors, le scénario a finalement été écrit en 11 jours seulement par le réalisateur et Ben scénariste voyons donc. Alan B. McElroy. Ben, c'est le temps qu'on lui a laissé, le pauvre, pour se débrouiller avec ça. Hein? Parce que Moustapha Akkad voulait à tout prix qu'il soit prêt, le film, pour sortir à Halloween 1988. Pourquoi? Parce que ça marquait les 10 ans du premier film. Ben oui, c'est ça. Oui. Alors, ce rush se sent sur Halloween 4, qui suit de beaucoup trop près la structure narrative du premier Halloween. C'est la même histoire, à quelques détails près. Michael s'évade pendant un transfert, tue un garagiste pour lui piquer son vêtement de travail, vole son masque dans un magasin, essaie de tuer sa nièce au lieu de sa sœur, mais n'y parvient pas plus qu'il parvenait à tuer sa sœur. Puis il finit encore une fois criblé de balles à la fin, mais cette fois de plusieurs armes à feu de très gros calibre des habitants de Haddonfield. Ah oui. La fameuse mob en colère qui sera repris dans Halloween Kills beaucoup plus tard. Oui. Ils sont tous aussi débiles que dans Halloween Kills. Oui, c'est Les vrai. 2 versions provoqueront chacune la mort d'un innocent. Mais oui. C'est Dwight H. Little qui sera chargé de réaliser le film avec un budget et surtout dans un délai extrêmement serré. Michael Myers est bel et bien de retour, prouvant de façon encore plus claire son immortalité. Mais pas juste la sienne, celle du docteur Loomis aussi. Mais oui, pourquoi il n'est pas mort? Ils ont sauté tous les deux dans une immense explosion et tout ce que Loomis a comme conséquence, Une petite plaque. une petite joue, une Ouais. joue un peu brûlée, une main, Pas tout à fait pareil à chaque scène, hein? c'est ça, ouais, ça c'est une autre histoire, et une jambe un peu raide, il marche avec une canne. Alors Michael, contrairement à Loomis, est gravement brûlé et dans le coma depuis 10 ans. Après tant d'années qu'il a vécu comme un légume, on a décidé que son état ne nécessitait peut-être plus de le garder dans un établissement de haute sécurité pour criminels dangereux et qu'il était peut-être temps de le transférer dans un simple hôpital psychiatrique. Le même, en fait, qu'il a hébergé durant 15 ans dans l'original. Et pour la date de son transfert, on a choisi, par hasard, la veille de Halloween. Sérieusement. Oui. Je veux dire, un enfant tue sa sœur à l'Halloween, puis il commet plusieurs meurtres 15 ans plus tard, après s'être évadé, juste avant son transfert, encore une fois à l'Halloween. Est-ce que quelqu'un peut être assez débile pour choisir de faire ce deuxième transfert encore à l'Halloween? Ben, le débile à Hollywood qui écrit le scénario, oui. C'est ça. Durant son transfert, Michael, s'il est dans un état de coma profond, semble quand même entendre les infirmiers et aides-soignants parler du fait que Laurie est morte dans un accident de voiture. Hey, Ben comme oui. ses parents. Ils disent aussi qu'elle a eu le temps de mettre au monde une fille qui se nomme Jamie Lloyd. Mais ils ont changé son nom Oui. pour protéger Oui. son identité. Ben oui. Et qui est maintenant âgée de 7 ans. Il n'en fallait pas plus à Michael pour qu'il sorte de son coma après son gros dodo. Oui. Hein, et qu'il tue tout le monde présent dans l'ambulance qui se crache éventuellement sous un pont. Oui. Dès le début du film, on comprend que l'histoire va malheureusement suivre la très mauvaise direction qu'a pris la franchise avec Halloween 2, hein, en confirmant que Myers est poussé par la volonté inexplicable d'éliminer tous les membres de sa famille.
c'était pas nécessaire et Non. c'est mauvais, c'est très mauvais. Alors évidemment, vu sa réputation de vieux cinglé, on n'a pas prévenu le Dr Loomis pour le transfert de son ancien patient. Et quand il apprend la nouvelle, il tente de prévenir ses supérieurs que c'est une grave erreur, mais s'il arrive trop tard, parce que la police a déjà retrouvé l'ambulance de transfert. Les policiers croient que le corps de Michael a été éjecté du véhicule, mais Loomis sait très bien que c'est Michael qui a provoqué l'accident pour, encore une fois, s'échapper. Même si le personnage de Jamie Lloyd, âgé de 7 ans dans le film, est très bien interprété, moi je trouve, par Daniel Harris, qui était en réalité âgé de 11 ans, c'est bizarre que Michael s'en prenne à un enfant. C'est pas la même vibe qu'un slasher Oui, c'est vrai. normal, à mon opinion. La grande sœur de la petite Jamie, Rachel, interprétée de façon très convaincante par la très jolie Ellie Cornell, est un personnage agréable et très apprécié par les fans. Certains meurtres sont assez amusants, hein? Comme celui où Michael se sert pour la première fois d'une arme à feu, mais il ne sait pas trop comment s'en servir. Il comprend comment fonctionne une automobile, mais l'arme à feu, il décide de s'en servir pour poignarder la jeune fille et l'épingler dans le mur. Oui. Ce qui est très original et très distrayant. Oui. À la fin du film, quand sa grande sœur fonce droit sur Michael en voiture, il reste sonné juste assez longtemps pour que la petite Jamie, dans un élan de tendresse envers son oncle, s'approche de lui et lui prenne la main. Elle s'éloigne de lui après, juste avant qu'il se relève et qu'il se fasse cribler de balles par la mob et tombe dans une espèce de puits mal bouché d'une ancienne mine. Oui. Alors, puis les villageois s'empressent de dynamiter l'entrée de la mine. C'était censé être, encore une fois, la mort définitive de Michael Myers. Ah oui. Mais c'est pas tout à fait la fin du film. Mais non. Jamie, Rachel et le docteur Loomis, et aussi le shérif, reviennent dans la maison familiale des Lloyd. Quand, à l'étage, la mère adoptive de Jamie, qui s'apprête à se faire couler un bain, se met soudain à crier. Le docteur Loomis arrive au bas de l'escalier pour apercevoir une vision d'horreur. La petite Jamie, vêtue d'un costume et d'un masque de clown similaire à ce que portait le jeune Michael en 78, elle tient une paire de ciseaux ensanglantés dans les mains. Et là, le docteur Loomis pète les plombs. Oui. Il veut à tout prix tirer sur Mais la il faut pauvre tirer. petite. Mais heureusement ou malheureusement, Malheureusement. il en est empêché par le shérif. Tu peux pas m'empêcher, tu peux pas m'empêcher. Alors, dans ce film, The Shape est cette fois interprété par un autre acteur et cascadeur. C'est tous des cascadeurs. C'est pas compliqué, là. George P. Wilbur. Mais Pour il une- pille vraiment pas. Pour une raison que j'ignore, on a décidé que Michael devait être plus costaud. Et on a eu la très ridicule idée de rembourrer son costume. Ce qui lui donne une allure vraiment bizarre. Il est tout padé Ah de oui. partout, il a de la misère à bouger. C'est tellement ridicule. Ça fait penser à Pat Riley. C'était un personnage androgyne de Saturday Night Live qui a eu droit à son propre film en 1994, It's Pat. Bon, même en faisant abstraction de son allure toute boursouflée, la façon de bouger de Wilbur dans ce film est également ridicule et complètement ratée, c'est mon avis, et j'ai pas peur de le dire. Même les scènes les plus réussies, comme celle du toit, se trouvent gâchées par sa façon de bouger. Michael semble marcher de façon prudente et maladroite, comme s'il avait peur de tomber du toit. Moi, c'est ce que je trouve ça raté. Je donne à cette contre-performance embarrassante la note de 1 sur 10 pour l'interprète de Myers. Pour moi, c'est de la merde, alors je suis d'accord avec toi, 1 sur 10. Quant au masque de Michael dans ce film, oh boy, c'est aussi une honte. C'est une version Dolorama de l'original. Oui, c'est vrai. Une copie ultra cheap, sans détails ni relief, beaucoup trop lisse, trop blanc. Et même Ouais, si... c'est comme... C'est pas... c'est quelque chose cloche, c'est sûr. Même s'il est filmé correctement, avec les bons contrastes et les yeux noirs, ça reste ridicule et embarrassant et je lui donne la note de 2 sur 10. Et je ne parle pas de la séquence où son masque est blond avec le visage rose. Oh my god, non. C'est tout simplement une erreur de tournage. Ouais. Comment ça se fait que ça s'est trouvé au montage? Ben, il a bleaché ses cheveux, c'est tout. En tout cas... bon, quant à mon appréciation générale de ce 4e volet, comme j'ai dit, l'histoire était calquée de très près sur l'original.
C'est juste correct. Hein? Mais la séquence finale, celle de la petite Jamie qui reprend le flambeau de son oncle, ça rehausse un peu l'impression globale du film. Hein? Ça nous laisse sur une scène choc. Alors, je donne à ce film la note de 7. C'est malade. C'est quand même une suite honnête. Moi, je donne 4. Ben, je te comprends. Je comprends. Alors, on enchaîne avec Halloween 5, The Revenge of Michael Myers. Alors, ça, le tour de Michael Myers a connu un joli succès. Je parle du 4. Et bien sûr, Moustapha Akkad a voulu encore une fois capitaliser sur ce succès et d'enchaîner le plus vite possible avec une 4e suite, La Revanche de Michael Myers, dont il prévoyait encore une fois la sortie pour l'Halloween suivant. Encore une autre production cheap et complètement botchée. Le scénario est ridiculement compliqué. Les nouveaux personnages sont tous débiles. Et surtout, le nouveau réalisateur suisse avait l'ego démesuré. Un certain Dominique Ottenin-Girard. Il a aussi coécrit le scénario avec 2 autres personnes. Il méprisait, je dirais, la franchise Halloween, ça se voit. Il a décidé de changer les codes et tous les éléments cultes. D'abord, il a décidé de rejeter la fin de Halloween 4. Il a dit en entrevue que, puisque tout le monde s'attendait à voir la petite Jamie evil, ben il a décidé qu'elle ne le serait pas. Tout simplement pour faire chier tout le monde, je pense. Non. Il a décidé qu'elle allait rester la gentille et innocente petite fille, mais maintenant traumatisée et incapable de parler. Ouais. Et elle a développé une connexion psychique, télépathique avec Michael. C'est cela. Bullshit complète. Quant à sa grande sœur, hein, le personnage que j'ai dit qui était aimé par les fans, Oui. ben, pour faire encore plus chier tout le monde, il a décidé qu'elle allait crever dans les 20 premières minutes du film. Oui. Ben oui, Mhm. comme ça. Oui. Puis il l'a remplacé par un personnage que tout le monde, tous les fans de Halloween détestent. Oui. Elle Tina. est vraiment insupportable. Je pense qu'elle a 10 ans d'âge mental. On a tous hâte qu'elle crève. Oui. Tous, tout le monde. Sauf qu'elle ne crève pas tout le film. Hein. C'est ça. C'est la nouvelle Final Oh Girl. my god. Alors, le film commence au moment exact où l'épisode précédent avait terminé, encore une fois, c'est-à-dire au moment où Michael tombe dans le puits de la mine abandonnée. Oui. Mais nous voyons que Michael a tout juste le temps de sortir de la mine avant que celle-ci explose, dynamitée par les Mongols. Parce que la mine a 2 sorties, vous comprenez? Ben oui, une sortie de secours, ça se peut. Hein? C'est ça. Mais qui mène à une rivière. Oui. Et Et là, il flotte dans Moi, la c'est ça, rivière. il se couche puis il se laisse dériver Oui. par le courant. Oui, c'est Comme ça. un peu le film. Oui. Ça devient n'importe quoi. Complètement débile. La franchise dérive à ce moment-là. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, ça dérive, le mène à une vieille cabane en bois dans laquelle vit un vieil ermite dont on se fout éperdument. Michael essaie de l'assassiner, mais il se sent trop faible. Ça vous rappelle-tu quelque chose? Moi, ça me rappelle un autre film. Non. Mais... Et il tombe endormi. Puis il va dormir longtemps. Il va dormir 1 an, Michael. Jusqu'à l'Halloween suivant. Qu'est-ce qu'il fout dans la maison d'un vieux bonhomme pendant 1 an? C'est pas expliqué. C'est très, 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 très bizarre. Mm. Et on voit, pour la première fois, qu'il porte une marque bizarre sur le poignet. Ouais. Une espèce de triangle. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est pas expliqué. Ça, c'est Illuminati. C'est un détail qui n'a aucun sens. Mais en fait, mes recherches m'ont montré que dans le montage original, la personne qui héberge Michael n'était pas un vieillard. C'était un mystérieux personnage, un jeune homme, très porté sur l'occultisme. C'est lui qui marquait le poignet et le gardait allongé sur sa couchette, entouré de bougies. Hein? Mais il a eu des reshoots et Dr. Death a été remplacé par un gentil vieillard. Et du coup, personne ne comprend pourquoi il a cette marque. On est censé supposer qu'il l'a depuis toujours, mais qu'on ne l'a jamais remarqué. C'est cela, oui. C'est cela, oui. Absurde. Alors, après son gros dodo de 1 an, Michael se réveille soudain parce que nous sommes à nouveau l'Halloween! Magique. Oui. Ce qui répond au moins à une question qu'on se posait tous. Que fait Michael pendant les 364 jours où ce n'est pas l'Halloween? Ben, il dort. Il hiberne comme un animal. Voilà. Oui, un petit ours. Donc, Michael se lève soudainement de sa couchette. Et qu'est-ce qu'il fait pour remercier son bienfaiteur qui l'a hébergé pendant si longtemps? Et sous son... Non, il le tue. Brutalement. Oui. C'est comme ça qu'il le remercie. Oui. Jamie, dont on dit qu'elle est maintenant âgée de 9 ans, elle a vieilli de 2 ans en 1 année.
Oui. C'est pas c'est grave. bon. C'est bon. C'est n'importe quoi déjà. Alors elle pourquoi est- pas rajouter plus? Hospitalisée dans un hôpital pour enfants. Quand elle se met soudain à mimer le meurtre du vieillard qu'on voit en temps réel, le docteur Loomis comprend qu'il se passe quelque chose. Hein? Oui. Lui, là, il comprend tout de suite en voyant ça que la petite est liée psychiquement à son oncle assassin et qu'elle voit la scène se dérouler à travers les yeux de Michael. Mhm. Et en plus du symbole ésotérique tatoué sur Michael, nous voyons dans une scène un mystérieux homme vêtu en noir arriver en ville. Ouais, Il dit- avec le pot de ridicule. Ouais. Puis il est obligé de prendre un autobus. Fait que, je sais pas, il est pas si puissant que ça. Non. Puis il descend d'autobus, puis il kick un pauvre toutou. Oui, qui est avec revenu ses fait. jolies bottes. Juste pour montrer c'est un méchant. Hein? C'est un méchant. Mhm. Sinon, on n'aurait pas compris. Oui. Hein? C'est ça. Alors, sur le poignet de l'homme qui tient une valise, nous apercevons le même symbole que porte Michael. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce Mais que c'est ça son veut dire? frère. Le fait est que personne impliqué dans le tournage n'en avait aucune idée. Personne ne savait qu'est-ce que venait foutre cette idée-là. C'est les producteurs qui ont simplement décidé d'inclure ce personnage inconnu pour ajouter du mystère à leur film de marde, sans même avoir l'intention de l'expliquer. Hein? Ils se sont dit, on va laisser ce problème-là à l'équipe qui va faire le film suivant. Non, mais c'est pas des blagues, c'est pas des blagues. Quant au personnage du Dr Loomis dans ce chapitre, il est devenu un vieux connard. Mais pas vraiment. Il brutalise une fillette pour exploiter le lien qu'elle partage avec le tueur. Puis Oui, il mais hésite- pourquoi la petite ne veut pas dire où est Michael Myers s'il elle n'est pas voit? capable. Mais Hein? alors, Puis- il faut qu'elle crève. Loomis n'hésite pas à se servir d'elle comme appât pour attirer Michael dans un piège. Mais bien sûr, il faut. Il faut. Après Il qu'il faut s'est tuer fait... Michael une fois pour toujours. Mais de toute façon, là... Ah. De toute façon, il mérite ce qui va y arriver. Après s'être fait désarmer par Michael, il pense pouvoir achever l'increvable Boogeyman en tapant dessus avec une planche de bois. C'est ça. C'est fini. That's it. Il est Mais mort. son cœur finit par lâcher. Et il tombe sur Michael et crève comme un vieux con. Oui, comme un amour total. Mais rendu là, on se dit bon débarras. Hein? Bon. Le film se termine par l'une des fins les plus what the fuck de la franchise. On voit Michael assis dans une cellule de prison, qui joue avec sa chaîne, Oui. il est un peu piteux. Oui. Il porte toujours son masque et ses vêtements. Mais oui, la police, ils disent, oh, le petit Je touche pas à ça. nounours. Je touche Il pas faut à ça. qu'il garde le masque. Oui, c'est correct. C'est correct, toi aussi, tu peux garder ton masque. C'est correct. Moi, c'est... Ouais, Oui. Pas besoin. Regarde pas dans le miroir. C'est correct. C'est même pas drôle. Même pas drôle. C'est cela. Alors, soudain, il y a l'homme en noir qui fait sauter le mur de la prison et qui tire sur tout le monde avec une AK-47, je sais pas trop, juste pour libérer Myers. Et le film finit comme ça. Mhm. Bravo. Le meilleur film au monde. Du grand cinéma. Je disais plutôt que le réalisateur et co-scripteur Dominique Hautenin-Girard, par caprice artistique, a voulu changer à peu près tout ce que les fans de la série connaissaient et appréciaient comme des éléments faisant partie intégrante à la franchise, à commencer par le masque iconique de Michael, qui n'a jamais été aussi laid et ridicule que dans ce film. Hautenin-Girard explique ce changement insultant par le désir de rendre le visage plus humain. Non, c'est le contraire. C'est ça. C'est complètement contraire. Son cou Wow. trop large, qui reste pendant toute la durée du film en dehors de son col, Mhm. juste parce qu'ils sont trop cons pour le mettre correctement. Oui, Ça fait c'est- tellement cheap, c'est tellement laid, c'est ridicule. Et je donne à ce masque la note de 0 sur 10. C'est assez clair, je l'aime pas. Moi aussi. Je le déteste. Grosse nulle. Tu comprends? C'est insultant, c'est embarrassant. Mais l'insulte suprême que ce crétin de Suisse prétentieux a osé faire à tous les fans, c'est cette scène où la petite Jamie demande à Michael, qui s'apprêtait à la tuer, d'enlever son masque pour lui montrer ses yeux. Oui, elle a dit, t'es comme moi. Michael Oui, lui obéit. Il enlève son masque oui, pour nous laisser voir son œil gauche oui. en gros plan. Qui est Ouais. parfaitement normal. Oui, en train de verser une larme. Oui.
cette scène est tellement wrong dans tous les aspects que c'en est incroyable. Oui. Alors, premièrement, comme tu l'as souligné, l'œil gauche de Myers est censé avoir été crevé par Laurie en 1978. Puis, ses 2 yeux sont censés avoir été crevés, de toute façon, par des balles dans Halloween 2. Et Michael est censé avoir tout son corps brûlé au 3e, ou sinon au 4e degré. Il est censé être carbonisé. Mais on voit très bien la peau de son visage aussi lousse, Ouais, aussi c'est comme un lisse. pot de bébé là. Il pourrait faire une annonce pour... Ouais, pour le crème Nivea, whatever. Exactement. Et puis, Myers qui pleure. Come on! Juste avec cette scène, Ottonin Girard détruit complètement le mythe du Boogeyman. Celui qui, selon le docteur Loomis, ne ressent plus aucune émotion. Maintenant, pleure. Catastrophe. Alors, l'interprétation de Michael, j'ai pas grand-chose à dire. Don Shanks, il est juste correct, j'imagine. C'est pas sa faute si le scénario est aussi débile. C'est vrai. Il est pas le pire Michael Myers. Alors, correct. Non, je dirais 6 sur il est 10. pas pire. Je dirais 6 sur 10. Moi, j'y reste sur le 4. Alors, pour le film, dans la globalité, je donne pas plus que 1.5. Parce que l'ambiance halloweenesque est quand même bien rendue, mais c'est tout ce que je donne à ce film, qui est une grosse marde. Voilà. C'est vrai, moi aussi, il faut que je donne 1.5 parce qu'il y a deux autres qui sont comme... Pour Encore moi, c'est pire. complètement mal. Alors, qui était donc ce Man in Black? Pourquoi Myers et lui sont marqués du même symbole? Myers a-t-il un frère? 6 ans d'attente avant Bref. qu'on ait des réponses. 6 ans. Je me rappelle, moi, que j'ai attendu comme un con en tant que fan. Ah oui. Et on commençait tous à croire que le mystère serait jamais expliqué. Mais finalement, ça y est, le 29 septembre 1995, le 6e chapitre sort enfin sur les écrans. Halloween, The Curse of Michael Myers, réalisé par Joe Chappelle. Alors avec ce 6e Halloween, la franchise prend vraiment un tournant vers le surnaturel. Et c'est pas une bonne chose, croyez-moi. Non. Parlant de surnaturel, il y a un mystère troublant dont je voudrais vous parler. À partir de Halloween 4 jusqu'au 6, la franchise Halloween partage les mêmes titres, film pour film, avec une autre franchise qui n'a rien à voir avec Halloween. Non. La série de comédie de Blake Edwards avec Peter Sellers, Pink Panther. Mais oui, parce que dans la série, il y a The Return of the Pink Panther, The Revenge of the Pink Panther et The Curse of the Pink Panther. Personne ne peut expliquer ça. C'est n'importe quoi. Quand on parle de surnaturel, voilà. Alors, c'était ma petite anecdote. Alors, le film commence par une Jamie Lord ado, paniquée, apparemment prisonnière d'une secte dont le leader n'est nul autre que l'homme en noir. La pauvre Jamie donne naissance, dans ces pénibles conditions, à un bébé qui est aussitôt mis au monde et enlevé Oui. par l'homme en noir, qui procède à une sorte de rituel bizarre. Il les choses. Puis il marque le symbole de Thorn sur Oui. la poitrine du bébé. Oui. Mais une infirmière au grand cœur aide Jamie et son bébé à se sauver de la secte. Mais malheureusement, la pauvre est vite tuée par Michael dans une scène qui rappelle un peu un meurtre de l'original, celui de Bob, qui Oui. est planté dans le mur. Oui. Puis Michael prend en chasse la pauvre Jamie qui tente de fuir avec son bébé en pleine nuit et en pleine tempête. Jamie se rend à une station d'autobus où elle tente d'appeler les secours, mais à cause de la tempête, un message l'informe que toutes les lignes sont occupées. Désespéré, Jamie entend un animateur de radio donner le numéro pour joindre la ligne ouverte d'une émission débile qui parle du Boogeyman. Et ici pour lui parler en direct sur les ondes. Oui. Alors, elle compose vite le numéro et elle balbutie d'une voix hystérique. « Ils arrivent! Ils arrivent! Michael Myers! Quelqu'un, aidez-moi! Docteur Oui. Loomis, aidez-moi! Et comme par hasard, le Docteur Loomis, À ce moment, il écoute cette radio. c'est cela. Avec Et son c'est- ami. Oui, le mystérieux Dr. Wynne. C'était Oui. celui dont je vous ai dit qu'il fallait vous rappeler le nom. Oui. Qu'on voit 10 secondes Oui.
dans l'original. Celui qui se demande comment se fait que Michael Myers sait conduire. Mais oui, il est en train de trinquer avec le Dr. Loomis qui a pris sa retraite, j'imagine, je sais pas. Et ils entendent ça à la radio. Mais ils sont pas les seuls, parce qu'il y a un autre monsieur qui entend ça en même moment. Oui, c'est nul Ant-Man. autre que Tommy Doyle! Oui, c'est Ant-Man. Le petit qui croyait au Boogeyman dans le premier, là. Mhm. Celui qui Oui. était gardé par Oui, Jamie. oui. C'est Ant-Man! Oui, le futur Ant-Man. Oui. Alors maintenant, dans ce film, c'est un adulte, un geek, qui est traumatisé et qui est obsédé surtout par le désir de découvrir la vérité sur son Boogeyman. Ouais, mais il est un peu autiste. De façon, il bouge, il ouais, mais parle. ça, c'est parce qu'il était débutant, Paul Rudd. Oui, et c'est vrai. Il y avait, je sais pas, c'était sa façon de montrer qu'il avait peur. Il Ouais, était c'est comme... des tics nerveux. Oui, exactement. Exactement. Bizarre. Oui. Mais son interprétation est devenue culte depuis le temps. Oui. Alors, comme il est très intelligent, Tommy, il découvre d'où provenait le coup de fil grâce, je pense, au bruit de fond Mhm. qu'on entend. Exact. Il trouve que ça provenait du terminus d'autobus. Oui. Alors, il s'y rend et il retrouve le bébé dans les toilettes de la station d'autobus. Mhm. Juste, Jamie avait eu le temps de déposer le bébé dans les toilettes juste avant de se faire retrouver par Michael et de finalement mourir empalé sur une espèce de machine de ferme Oui. dans une grange. Ouais. Oui. Alors, le personnage de Jamie Lloyd n'est pas interprété par Danielle Harris. Et la raison n'est pas claire. Certaines sources parlent d'un problème dû à son âge. Elle avait 17 ans. Peut-être parce qu'elle avait des scènes à tourner qui impliquaient de la violence à caractère sexuel et montraient qu'elle était enceinte. On ne saura jamais la raison, mais c'est pas le choix de l'actrice. Elle voulait faire partie du film. Et elle tentera d'ailleurs désespérément d'obtenir un rôle dans chacun des autres films. Mhm. C'est finalement Rob Zombie qui va la reprendre plus tard. Ah, je sais Malheureusement, pas ce que j'y parlais. elle est mal Oui, tombée. Oui. Alors, en gros, ce 6e film nous dévoile la raison qui fait que Michael Myers est evil, comme si on demandait à le savoir. Moi, je voulais pas le savoir. Alors, il est le dernier descendant d'une longue lignée d'une secte maudite infectée par la malédiction de Thorn, qui oblige les élus qui naissent lorsqu'une constellation d'étoiles devient visible dans le ciel, des étoiles disposées en forme d'une rune des druides celtiques appelée Thorn. Tous les descendants des sorciers qui naissent à ces dates sont maudits et doivent tuer tous les membres de leur famille. Mhm. Et voilà. Et cette urgence de tuer devient de plus en plus forte chaque fois que la constellation redevient visible dans le Oui. ciel. Daniel Farrans, le scénariste qui a rédigé cette histoire loufoque, inutilement compliquée, n'a pas tout inventé. Non. Il s'est largement inspiré de la novélisation du premier film écrit en 1979. Carpenter lui-même, qui a sans doute lu ce roman, avait repris certains éléments du culte, si vous vous rappelez bien, dans Halloween 2. Donc, toute cette merde n'était pas nouvelle en 1995. C'était tout simplement de vieilles idées recyclées. Et toute cette mythologie nous est expliquée dans le film par nul autre que Tommy Doyle. La fin du film nous révèle donc que Michael Myers est une marionnette contrôlée par la secte de Thorn, dont le leader, le mystérieux Man in Black, qui marchait dans le 5e film, est le Dr. Wynn. Avec le bottes de marde. Tadam! Surprise! Wow! On s'en crisse. On remarque à peine ce personnage dans l'original et on l'oublie instantanément. Ah oui. Et en plus, il est interprété ici par un autre acteur qui ne lui ressemble même pas. Toujours est-il que l'enfant de Jimmy est destiné à être sacrifié par la secte et que le prochain boogeyman à être infecté par le mal est censé être le jeune Danny, le petit-fils du frère du père adoptif de Laurie Strode. Vous me suivez tous? Ben, de frère, de père, de sœur, de mère, de guerre, c'est ça. Il existe 2 montages différents de ce film, le Theatrical Cut et le Producer's Cut, qui, lui, pousse encore beaucoup plus à fond dans la bullshit du culte. Ça, c'est de la shit, et ça, c'est... Aucun des 2 montages n'est bon. Les 2 sont aussi mauvais l'un que l'autre. Dans le Theatrical Cut, il n'est pas précisé qui est le père du bébé de Jamie. Mais dans le Producer's Cut, tenez-vous bien, on apprend que c'est Michael lui-même qui a violé sa propre nièce. Quintoué. N'importe quoi.
Toujours dans le Producer's Cut, il y a une scène particulièrement ridicule dans laquelle Michael Myers est paralysé par des petites pierres magiques disposées sur le plancher par Tommy Doyle. Oh ben peut-être c'est la pierre de Thanos! Et cette version ridicule se termine avec un Loomis qui regarde avec horreur la marque de Thorn qui apparaît sur son poignet. Il a écrit « Ah! » Ça suggère que Loomis est destiné à devenir le futur leader du culte C'est ça. de Thorn. La version cinéma n'est malheureusement pas mieux. Dans cette version, Michael se retourne sans raison contre la secte et massacre tout le monde. Puis est battu par Tommy Doyle à l'aide d'un tuyau. Et là, il y a un mystérieux liquide vert qui est projeté de ses blessures. Oui, mais écoute. Ça veut dire écoute, quoi? Je déteste la fait parce que, tu comprends, on voit rien. Chaque fois qu'il frappe ou il fait quelque chose, il y a juste les flashs blancs. Ouais. On voit rien. Qu'on montre-nous qu'on C'est vrai. laisse au moins, C'est vrai. sacrément. Et dans cette cinquième suite, ça Myers chiait. est interprété encore une fois par George P. Wilbur, celui qui l'avait interprété dans le 4e, qui était l'une des pires interprétations. Oui. Dans ce film-là, il bouge un peu mieux, on peut dire. Mais on a quand même jugé bon de le remplacer en plein tournage par un certain A. Michael Lerner, qui est crédité au générique comme Additional Shape. Et ça, Michael Bouchetrou est bien pire que Wilbur. Il est encore moins Michael Myers. C'est comme s'il disait « Fuck la démarche de Myers, on s'en calisse. On veut de l'action, il faut que ça bouge. » Alors, Oui. c'est tout juste si Michael ne court pas carrément dans certaines scènes. Inutile de préciser que j'apprécie ni la prestation de Wilbur, ni celle du Bouchetrou. Et que les deux additionnés ne méritent pas plus que 1 sur 10. Ouais. Quant D'accord. au masque, on doit celui-ci au maître des effets spéciaux John Carl Bickler. Ça, là, malheureusement, il est décédé en 2019 à l'âge de 67 ans seulement. C'est à lui qu'on doit le meilleur look de Jason Voorhees. Ah bon? Je savais pas. Ainsi que l'un des meilleurs Friday the 13, à mon avis, le 7e. Celui avec Tina, la télékiné... Ah oui, oui. Carrie. Oui. Carrie comme Oui. Jason. Alors, je sais que beaucoup de fans aiment beaucoup ce masque, qu'ils appellent The Goblin Mask, mais pas moi. Je le déteste. Je trouve qu'il ressemble à une caricature grotesque de l'original Shatner Mask. Tout est trop gros dans ce masque. Trop rough, trop accentué. Je lui donne la note de 3 sur 10. 1.5 grosse marde. Quant au film, en général, je donne à cette curse la note de 4 sur 10. Ouais. 3.5. Voilà.